Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans À l'air libre, deuxième numéro. Nous sommes le jeudi 19 mars 2020 et nous sommes toujours confinés. Mais pas l'info, pas la parole, surtout pas, bien au contraire. À l'air libre, c'est votre espace de discussion, d'information qu'on va essayer de faire vivre et d'animer aujourd'hui avec Mathieu Magnedex. Salut Mathieu, toujours dans ta cuisine, j'ai l'impression. Visiblement, comme tu peux le voir. Oui. Voilà, tout à l'heure, on va parler avec nos témoins. Vous savez qu'on a lancé hier un appel à témoins qui commence à bien fonctionner. On vous rappellera l'adresse et on va parler avec ces témoins et aussi avec Mathilde Goenec de la rédaction de Mediapart, du service social de Mediapart, des salariés qui tentent en ce moment dans les entreprises de faire valoir leur droit de retrait et ce n'est évidemment pas simple. On va aussi parler avec plusieurs invités de ce virus, des angoisses qu'il crée, et on entendra des personnes, des cas suspects, comme on dit, nous raconter leur quotidien confiné. Super, beaucoup d'invités donc. Et avant ça, on va aborder la situation carcérale et le monde judiciaire, donc plus ou moins à l'arrêt, comment administrer la justice, quelles conséquences pour les détenus. On aura des témoignages exclusifs de prisonniers. On en parle avec les journalistes de Mediapart, Antoine Rouget et Michel Deléan, et avec l'avocat Raphaël Kempf qui nous ont rejoints. Le coronavirus, la crise vue et vécue de l'étranger, ce sera depuis la Grande-Bretagne avec notre correspondante Amandine Alexandre. Et puis on prendra le temps de rigoler un peu avec la stand-upeuse de génie Laura Demange et avec Usul, qu'on ne présente plus ici à Mediapart, qui nous fait le plaisir de nous livrer son journal des confinautes. Ce sera en fin d'émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à deux adresses. D'abord, alerlibre@mediapart.fr pour partager avec nous vos témoignages, vos récits de vie de confinés. Et puis à l'adresse covid@mediapart.fr pour nous transmettre des documents d'intérêt général, des informations. Et à propos d'infos, je rectifie tout de suite une erreur qui s'est glissée dans l'émission d'hier. Le bilan du Covid en date du mardi 17 mars était bien de 175 morts et non pas 755 comme vous avez pu l'entendre. Ne nous en voulez pas, les connexions capricieuses nous ont emmêlé les pinceaux. Rectification faite, on attaque ce deuxième numéro d'Alert libre avec cette question: comment rendre la justice sous confinement, comment concilier service public et impératifs sanitaires? Pour en parler, Michel Deléan et Antoine Rouget, vous êtes tous les deux journalistes à la rédac. Salut, ça va bien? Ouais, tout va bien, ça va. Super. Et Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va et vous? Super, pour l'instant. Michel, est-ce que la justice tourne? Qu'est-ce qui continue et qu'est-ce qui est à l'arrêt? Alors schématiquement, elle tourne à un tout petit pourcentage de ses capacités. Depuis quelques jours, il y a des circulaires qui ont été envoyées par le ministère et les chefs de juridiction aussi ont pris des décisions. Pour simplifier, il ne reste à peu près que les audiences qui touchent aux affaires les plus graves ou qui touchent aux questions de liberté. Donc il reste les audiences de comparution immédiate, des débats devant les juges des libertés et de la détention, mais en revanche, tout ce qui est grand procès correctionnel, grand procès d'assises et tout ce qui est considéré comme non urgent a été repoussé et le public, en théorie, n'est pas censé entrer dans les tribunaux dans lesquels d'ailleurs, semble-t-il, il n'y a ni masque, ni gel et ni capacité de rester à plus d'un mètre les uns des autres. Dans Donc les ça, c'est tribunaux. pour la partie tribunaux. Après, il y a une partie de prison. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou après. Alors justement, sur la partie prison, effectivement, on va en parler. Et avant d'en parler, justement, on va essayer de rentrer dans le vif avec toi, Antoine. Tu as pu recueillir les témoignages de plusieurs détenus. On les diffuse là ce soir en exclusivité et je te laisse nous les présenter, ces détenus. Oui, voilà, la démarche, c'était un peu, je crois que c'est l'essence même et la raison d'être de cette émission, c'est aujourd'hui, plus que jamais, on ressent le besoin de donner la parole à des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas s'exprimer et qui ont pourtant besoin de poser des mots sur leur situation et d'alerter le grand public sur ce qui est en train de se passer. La situation des détenus, on l'a traité dans les colonnes du journal déjà la semaine dernière. Il y a eu aussi un article cette semaine avec Michel, avec Mathieu Suc et Camille Polony, parce que les détenus, ce sont les confinés parmi les confinés.
leur situation intéresse peu le débat public. En tout cas, elle est peu traitée. Et pourtant, il y a des cas de coronavirus en détention. On peut imaginer dans des lieux fermés d'extrême promiscuité ce que ça peut générer d'un point de vue sanitaire, mais aussi psychologique. Et donc, depuis plusieurs jours, on est un certain nombre de journalistes de la rédaction à recevoir des alertes, des témoignages. Donc, on a lancé des différents dispositifs pour recueillir des alertes. Et parmi ces adresses mail, on reçoit évidemment des proches de détenus qui sont assez inquiets, qui n'ont pas de nouvelles. Il faut savoir que les parloirs ont été suspendus. Donc, il n'y a pas d'échange direct. Certes, il y a pas mal de détenus qui ont quand même des téléphones, même s'ils ont pas le droit et qui arrivent comme ça à faire parvenir des nouvelles, mais c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a eu hier l'annonce officielle du premier décès en détention à la maison d'arrêt de Fresnes, qui est une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire extrêmement important en Île-de-France. Donc c'était un détenu âgé, diabétique, qui est décédé. Il y a aussi deux personnels soignants de ce même centre pénitentiaire qui ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Et donc évidemment, comme une traînée de poudre, ça génère un niveau de tension assez exceptionnel. Et on l'a vu d'ailleurs en Italie. Il y a eu des mutineries. Ça a été très loin. Donc dans ce contexte-là, on a recueilli 2 témoignages vidéo. On avait eu d'autres témoignages de détenus, mais il y en a 2 qui ont réussi à nous faire parvenir leur cri en fait de l'intérieur de leur cellule. Le premier, donc on va voir là, a été envoyé par l'intermédiaire d'une famille. En fait, la vidéo a transité directement par la famille qui nous l'a ensuite transmise. Et donc, il s'agit d'un détenu qui évidemment reste anonyme, qui est incarcéré dans une maison d'arrêt importante en Île-de-France. C'est un appel au secours, parce que plus personne ne parle de nous, on parle que du dehors. Même en regardant les informations ou les médias, on voit certains agents de police être protégés, masqués avec des gants, mais ici le personnel pénitentiaire n'a même pas les moyens de se protéger, n'a pas de gants, n'a pas de produits, voire même, encore pire, n'a pas tout simplement les moyens de faire face à la situation qui est actuelle, qui est dramatique, qui est chaotique, qui est vraiment dangereuse pour tout le monde. Ici, si il y a des centaines de milliers de détenus, si il y a une personne qui contamine le reste, mais je vous dis même pas, je vous raconte pas le chaos ou voire même les drames, les morts qui seront comptés ici dans les coursives ou dans les cellules. Donc s'il vous plaît, essayez de relayer cette vidéo. Et c'est juste un appel à l'aide, qu'ils prennent des décisions courageuses pour pouvoir soulager la population carcérale, le personnel pénitentiaire et l'administration pénitentiaire, et qu'ils fassent le nécessaire pour que les mesures correctes et surtout d'hygiène soient prises rapidement. Depuis que les décisions qui ont été prises récemment par l'administration pénitentiaire et le gouvernement, les prisonniers de France subissent un réel chaos, un calvaire je dirais. Parce que, primo, on a des parloirs qui ont été suspendus, sachant que tout le monde sait que la famille est avant tout le moteur d'une bonne réinsertion et surtout permet aux détenus, aux personnes détenues, de mieux se canaliser et d'envisager l'avenir sereinement. Depuis qu'il y a cette épidémie du coronavirus, on est en danger, nous. On est chaque jour en danger parce que on a des intervenants, le personnel pénitentiaire qui régulièrement, chaque jour, travaille ici au sein de ces établissements, font des va-et-vient entre le dehors et l'intérieur. Et ces personnes sont pour nous des personnes très dangereuses parce qu'ils pourraient nous contaminer. Sachant que il y a sûrement des cas qui sont présents dans les milieux carcérales. Et aussi, il y a une vérité qui nous est cachée. Le personnel pénitentiaire, lui, ne respecte pas les mesures de sécurité qui sont imposées par tout le monde, ne se protège pas, ne porte pas de masque, n'a pas à sa disposition des gels ou des lotions hydroalcooliques, chose qui pourrait permettre et surtout éviter
une grosse contamination au sein du milieu carcéral. Chaque jour ici, les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur d'être contaminés et voire même la peur de mourir derrière les barreaux. Je sais que pour une société, avant tout, elle doit être protégée, mais en tant que prisonniers, nous pensons que nous avons encore une dignité et notre dignité ne doit pas être foulée au sol. Au quotidien, nous regardons les infos, les chaînes de télé, les chaînes d'information qui nous parlent de la vie à l'extérieur, mais aucune chaîne ou aucun média ne prend au sérieux la situation que subissent les personnes détenues actuellement. On est dans un isolement total. Oui, on a été condamné, oui, on a été sanctionné, ou certains sont encore en attente de jugement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être abandonné par la société. Donc maintenant, on peut passer à la seconde vidéo. C'est un détenu, cette fois, à la maison d'arrêt de Seyss. Donc c'est à Toulouse, enfin à 25 km au sud de Toulouse. C'est une maison d'arrêt un peu plus petite que les gros centres pénitentiaires tels que Fleury ou Fresnes en Île-de-France. Mais c'est aussi une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire assez récent, construit en 2003, et vous allez voir quand même que malgré le fait que cette maison d'arrêt soit récente, ça pose évidemment aussi des problèmes de salubrité, et donc la situation actuelle ne fait que les accentuer, et je vous invite à regarder le témoignage. Voilà, on fait cette vidéo pour vous montrer les conditions de détention en prison. Voilà, on est 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Là, ils ne veulent pas montrer leur tête, l'écho, par peur des représailles des surveillants. Donc là, il y a un co, 2 co, là, il y a mon lit. Voilà, on est bien en prison ici à Seyss. Là, ça fait une semaine qu'on n'a plus de parloir, qu'ils ne nous autorisent plus les promenades, on n'a plus rien. On est en train de paniquer en prison. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ça allait s'empirer. Donc voilà, on veut mettre l'opinion publique, leur montrer dans quelles conditions on vit. Voilà, on est là à Seyss. C'est inadmissible, on est 3 dans 9 mètres carrés. Certes, on a fait des délits, on a commis des choses. Je suis d'accord avec tout, je suis d'accord avec la peine pour qu'on ait été condamné. Je suis pas en train de dire qu'on mérite pas la prison. Par contre, on mérite d'avoir des droits un minimum. Là, regardez, mon co, il dort par terre. Pareil, à proximité, il n'y a aucun mouvement d'espace, il n'y a rien, on bouge pas. Les cantines, ça arrive plus. Les cigarettes, c'est en pénurie. Voilà, en gros, là, on est en train c'est une cocotte minute qui est en train d'exploser. On est même en danger de mort. Il y a le coronavirus qui circule, ils ne veulent pas nous le dire, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il y a des cas dans la prison, ils ne nous le disent pas, ils nous laissent dans nos problèmes. Et on a peur qu'un jour la porte ne s'ouvre plus et qu'on nous laisse mourir dans la cellule. Il y a beaucoup de psychoses qui commencent à s'installer dans la prison. Alors voilà, on veut mettre l'opinion publique au clair, leur montrer que ce qu'ils racontent c'est pas vrai, on n'a pas de lit d'appoint. Regardez, on dort par terre, le troisième matelas, je vous montre, je vais montrer mon co, il y a un mat. On dort par terre à 3. Et en plus de ça, on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Les surveillants ne communiquent pas, ils ne nous disent rien du tout, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Il y a beaucoup de détenus qui sont en train de penser au suicide, de penser à... Voilà, on essaie de remonter le moral des gens, mais on n'arrive plus. On ne sait pas comment faire, donc s'il vous plaît, aidez-nous, parce que là, on est vraiment dans un gros problème, là, aidez-nous, s'il vous plaît. Alors, on a entendu 2 détenus qui s'inquiètent de leurs conditions de détention, et à raison. D'habitude, elles sont pas toujours, enfin, voire très souvent pas très glorieuses, des détenus à plusieurs. Là, on a des détenus qui sont à plusieurs dans une cellule, d'autres qui s'inquiètent des conditions sanitaires, de l'absence d'informations. Raphaël Kempf, une réaction après les avoir entendus? Oui, mais effectivement, les conditions de détention en temps normal en France sont extrêmement difficiles. La France a été condamnée récemment par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions indignes de ses prisons. Et la crise actuelle est un révélateur encore plus incisif, encore plus grave de cette situation dans les prisons. Et c'est vrai que la situation est extrêmement grave aujourd'hui. Les détenus s'inquiètent. Nous, avocats, on s'inquiète aussi. Et il y a quand même une forme d'opacité. Parce que ce qui nous permettait de communiquer auparavant avec les détenus de façon extrêmement régulière, aujourd'hui on ne le peut plus. C'est-à-dire que les parloirs ont été supprimés, les interventions extérieures ont été supprimées, sauf pour les avocats. C'est-à-dire que moi j'ai encore le droit, et je me suis encore renseigné ce matin auprès de la maison d'arrêt de la santé, j'ai encore le droit d'aller au parloir à la santé, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour que moi je ne propage pas le virus en détention, et inversement aussi.
Donc de ce point de vue-là, on ne peut plus rencontrer nos clients, ils ne peuvent plus nous raconter ce qu'il se passe, et on ne peut pas préparer leur éventuelle défense si des audiences arrivent. Mais en plus de ça, la question du téléphone. Alors, vous savez que les détenus ont le droit de nous appeler depuis des cabines téléphoniques en détention. Ouais. Moi, j'avais certains détenus qui m'appelaient tous les jours ou tous les 2 jours, notamment à la maison d'arrêt de Fresnes. Et là, depuis quelques jours, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc voilà, il y a quand même une situation d'inquiétude et d'opacité qui est extrêmement grande. Et alors, oui, Michel, vas-y. Oui, en fait, dans ce que dit Raphaël Kemp, ce qui est intéressant, c'est que c'est le révélateur aujourd'hui d'une situation qui est ancienne et qui est catastrophique. On a eu plusieurs rapports parlementaires qui l'ont dit, la prison c'est une honte pour la République. Dans les maisons d'arrêt, en moyenne, le taux d'occupation est de 138%, mais dans certains établissements c'est 150 ou pas loin de 200. On a vu les images. Tout ce que ça peut supposer en termes de problèmes de santé, de problèmes psychologiques. Et concrètement, depuis 30 ans, même si la prison absorbe la plupart du budget du ministère de la Justice, tous les gouvernements successifs s'en foutent. On continue à entasser les gens, à avoir des lois de plus en plus répressives et à avoir des jugements de plus en plus sévères. C'est une population électorale qui intéresse personne. On n'en parle jamais, sauf aujourd'hui, heureusement, puisqu'on a enfin ces vidéos qu'Antion a réussi à se procurer. Mais c'est un des angles morts de notre démocratie. Et si demain, comme on peut le craindre, il y a soit des émeutes, soit une épidémie importante, soit les deux, on va être confronté à ce qu'on a laissé sous le tapis depuis des décennies. Et c'est franchement scandaleux. Et est-ce que dans ce contexte très particulier là, qui s'ajoute à la difficulté déjà que vous avez tous les deux énoncé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à trouver du côté, par exemple, des peines, des détenus qui sont en fin de peine, à qui il resterait peut-être quelques semaines, 1 mois, 2 mois, voilà, est-ce que du côté des peines, des reliquats de peine, il n'y aurait pas quelque chose à imaginer de, bah voilà, on les sort plutôt que prévu, puisque de toute façon, leur sortie est planifiée? Ça commence déjà, hein, puisque bon, on l'a écrit cette semaine, les juges qui statuent sur l'application des peines essayent, dans la mesure du possible, de faire sortir un petit peu plus tôt les gens pour lesquels le reliquat de peine est peu important. Ça, c'est à un bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne aussi se pose la question des gens qu'on continue à incarcérer. Est-ce que Mais pardon, Michel, ça dépend du bon vouloir des juges de faire ça, ou ça peut être fait de manière systématique? Alors, bon, il peut y avoir une grâce présidentielle pour les courtes peines, ça peut exister, on peut l'imaginer, pour l'instant il n'en a pas été question. Nous, ce qu'on a écrit cette semaine, c'est qu'il y a des directives du ministère pour essayer, dans la mesure du possible, par voie de circulaire, de limiter les incarcérations aux cas qui vraiment le nécessitent, ce qui devrait d'ailleurs être le cas tout le temps, et aussi pour essayer d'être un petit peu plus souple dans les critères de remise en liberté. Mais on est face à un système qui est un peu schizophrène, puisque la tendance jusqu'ici était plutôt de remplir les prisons et de ne pas se poser assez sérieusement ces questions-là. Est-ce que la crise d'aujourd'hui permettra de se poser finalement ces questions, Raphaël Kemp? Ben oui, on le voit déjà, par exemple, avec la question des comparutions immédiates, qui est une procédure d'exception, qui est une machine à incarcérer et à remplir les prisons. Et là, avec cette crise du coronavirus, en quelques jours à peine, la chancellerie nous a dit on va arrêter de bourrer les comparutions immédiates, on va les limiter au strict maximum et on ne fera des comparutions immédiates qu'après avoir procédé à un examen précis et détaillé des dossiers. Comme si, à contrario, avant cette crise, on ne le faisait pas, on bourrait les comparutions immédiates et on envoyait énormément de gens au casse-pipe dans cette machine à incarcérer, ce qui, je vais vous le dire sincèrement, est ma conviction. Cette procédure d'exception, les avocats en demandent la suppression depuis plusieurs années. La grève des avocats était un révélateur de ces problématiques. Cette crise du coronavirus la révèle encore et il est évident qu'en l'état actuel de la situation, il faut supprimer ces comparutions immédiates ou au moins les suspendre. Cette crise du coronavirus, elle dit une chose qui est très claire. Il faut pouvoir vider les prisons. Alors peut-être pas totalement, mais il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de gens en prison à l'heure actuelle. Donc ça veut dire au début moins incarcérés et à la fin faire sortir. Or, je suis obligé de constater que les premiers signes donnés par le gouvernement sur la question notamment du maintien en détention des prévenus, donc ceux qui sont mis en examen ou dans l'attente de leur jugement, sont des signes qui tendaient à inciter les magistrats à maintenir par tous les moyens possibles
les gens en prison. Et j'en veux pour exemple la circulaire auquel Michel Deléan a fait référence au début de cette émission, à savoir la circulaire de samedi dernier de la garde des Sceaux. Circulaire dans laquelle le ministère de la Justice dit très clairement aux magistrats, parce que vous savez que, par exemple, pour statuer sur la détention provisoire des personnes mises en examen, un certain nombre de délais doivent être respectés. Et si ces délais ne sont pas respectés, les personnes sont remises en liberté d'office. Et donc ça, c'est une garantie démocratique contre la détention arbitraire. Eh bien, que nous dit la garde des Sceaux dans cette circulaire? Elle nous dit on va utiliser une théorie jurisprudentielle qui n'a jamais été appliquée dans ce contexte-là, mais on vous invite à l'utiliser, c'est-à-dire la théorie des circonstances exceptionnelles. Et en application de cette théorie des circonstances exceptionnelles, vous pourrez ne pas statuer dans les délais. Mais pourquoi? Pas dans le but de remettre les prévenus en liberté, mais dans le but de les garder en détention, alors qu'ils sont présumés innocents et en détention provisoire, alors même que les délais n'auraient pas été respectés. Donc l'idéologie de ce gouvernement, l'idéologie pénale et carcérale de ce gouvernement, dès le début de cette crise, c'est comment on fait, non pas pour désengorger les prisons, mais comment on fait pour garder les prisonniers en prison et pour qu'ils restent confinés à l'intérieur des prisons. Voilà, ça c'est la première observation sur la question de comment on fait rentrer les gens ou comment on les maintient en prison. Et d'ailleurs, moi j'ai été frappé parce que j'ai pu plaider, et c'est la dernière audience que j'ai plaidé, lundi dernier en comparution immédiate, une audience où je défendais avec une consoeur un manifestant qui avait été arrêté à la manifestation de samedi dernier. Quelle était l'urgence du côté du parquet de Paris à déférer en comparution immédiate et du côté du procureur aussi à venir demander l'incarcération, c'est-à-dire que je demandais le report de ce dossier pour qu'il puisse préparer sa défense, et le procureur, on était lundi, demandait à ce que cette personne aille en prison pendant 1 mois. Donc on voit que, alors même qu'il n'y a plus aucune manifestation à l'horizon, c'est absolument impossible vu la situation dans laquelle on a un parquet qui demande à ce que les gens aillent en prison. Bon, heureusement, le procureur ce jour-là n'a pas été suivi. Mais voilà, on voit un peu l'idéologie qui est celle de ce gouvernement au tout début de cette crise du point de vue de la gestion de cette crise en prison. Et il y a quand même... Oui, Peut-être pour compléter le propos, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez saisissant, notamment depuis l'accélération et la prise, notamment la première prise de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet du coronavirus, et puis lundi avec les mesures de confinement, c'est que on est prêt à mettre en place et en œuvre des mesures exceptionnelles touchant à tous les secteurs de la société, que ce soit en termes de liberté publique ou notamment sur les questions économiques pour faire front face à ce virus. Et par contre, en matière de politique carcérale, on fait vraiment du cosmétique. Et là, on dit qu'on ne peut pas changer de doctrine de manière radicale pour faire face à quelque chose qui s'apparente à une crise sanitaire. Il faut imaginer ce que peut être la propagation d'un virus en détention, avec d'ailleurs les détenus le disent, avec du personnel pénitentiaire qui se met aussi en danger parce que ils ne portent pas de masque, parce que ils se parlent à moins de 1 mètre de distance. Les détenus sont plusieurs dans leurs cellules, et on peut imaginer assez facilement, il n'y a pas besoin d'être épidémiologiste pour imaginer la manière dont le virus peut se propager. Et cette situation réclame de fait des mesures urgentes et exceptionnelles telles que celles qui ont été prises pour pallier aux problèmes dans d'autres secteurs de la société. Et moi, je trouve qu'il est assez frappant de voir aujourd'hui que l'un des seuls secteurs qui n'est pas concerné par des mesures exceptionnelles, c'est le milieu carcéral. Michel? Oui, et puis là, on a du bricolage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour essayer de calmer le jeu, le ministère de la Justice a annoncé qu'il allait avoir un petit crédit de, je crois, 40 € par détenu pour pouvoir téléphoner plus facilement, qu'il allait avoir des aides pour qu'ils aient la télévision. Mais la question n'est pas celle-là, on comprend bien. La question, c'est qu'il y a trop de gens en prison, d'une part, pas assez de magistrats, d'autre part. Et si, comme l'expliquait très bien Raphaël Kempf, on dit si vous ne tenez pas les délais pour les audiences qui touchent à la détention des personnes en attente de jugement, c'est aussi parce qu'il y a une pénurie de magistrats. Et donc on bricole tout le temps pour essayer de finalement passer d'une petite transgression à l'autre, d'une bavure à l'autre, et on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes. Ce qu'on constate en fait dans le milieu de la justice, à savoir le manque de magistrats, le manque de moyens, qui est criant en période de crise du coronavirus, c'est exactement la même chose que ce qu'on constate dans le milieu hospitalier, qui est en crise. On en a parlé dans Mediapart, et dont la crise se révèle
aujourd'hui gravissime parce que les besoins sont encore supérieurs à la normale. Euh, Sinon, est-ce que aussi, Michel, comme vous en avez parlé dans ce papier que vous avez écrit à plusieurs mains avec Camille Polony et Mathieu Sucre, Michel, est-ce que tu peux un peu raconter, voilà, est-ce que du côté des magistrats, il y a quand même une espèce de question un peu philosophique, enfin, sans vouloir faire de la philosophie de comptoir, entre l'exigence sanitaire et en même temps, ben voilà, qu'est-ce qui prime, quoi? L'exigence sanitaire, la sécurité des détenus ou la sécurité de la population? Comment décider, comment juger dans ce moment qui est tout de même particulier si on met à part les difficultés habituelles des magistrats? Alors, tous ceux auxquels on a parlé, les uns et les autres, sont très conscients de ça, hein. Ils ne sont pas entièrement dans leur tour d'ivoire, ils ne sont pas entièrement confinés intellectuellement, ils savent qu'on vit une période qui est absolument sans précédent. Donc, ils ne peuvent pas ne pas en tenir compte, mais cela dit, ils sont tenus aussi par tout un ensemble de règles, de textes, de lois, et puis par des fonctions aussi, et parfois par des directives qui leur sont données. Donc, ça va vraisemblablement se jouer à la marge. C'est-à-dire que dans ceux qui sont plutôt droits dans leurs bottes, il y a un président de chambre correctionnelle qui nous disait bon, bah, nous, on est déjà très sourcilleux sur les incarcérations décidées par jugement, c'est-à-dire avec peine de prison ferme et mandat d'arrêt. Donc, lui disait, il n'y a pas de raison qu'on change grand-chose puisqu'on tient déjà compte de l'âge de la personne, de son état de santé, etc. etc. Ça, c'est le raisonnement un peu droit dans ses bottes. En revanche, il est bien évident que les juges d'application des peines et les juges des libertés et de la détention auxquels on a parlé se poseront encore beaucoup plus la question qu'auparavant, que les juges d'instruction aussi qui peuvent être amenés à demander des détentions provisoires se la posent, et que, à part peut-être quelques cas que les psychologues pourraient traiter, mais la plupart des magistrats sont obligés de se poser cette question. Ils ne peuvent pas se contenter de mettre les gens en prison pour rassurer une opinion publique qui est celle des syndicats de policiers et puis des journaux télévisés. Il y a aussi de l'humain dans tout ça. Raphaël Cam, vous voulez réagir? Oui, alors la réponse à cette question éthique ou à ce dilemme du prisonnier, pour reprendre le titre de votre article, on va la voir de façon très concrète et matérielle dans les jours qui viennent ou la semaine prochaine, parce que nous, comme avocats, notre responsabilité face à cette crise, c'était de déposer des demandes de mise en liberté au regard de la situation sanitaire. Et nous considérons que les conditions de détention font que nos clients, du seul fait qu'ils sont détenus, sont exposés à un risque d'infection par le coronavirus. Alors évidemment, dans chaque situation, on insiste sur les aspects de telle ou telle personne qui font qu'elle est plus ou moins exposée à ce virus, mais nous avons déposé ces demandes de mise en liberté. Donc le dilemme du prisonnier, il est actuellement sur le bureau des magistrats et nous aurons la réponse dans les jours qui viennent. Mais il est évident que la réponse, elle ne peut pas être uniquement individuelle au niveau de chaque magistrat et de chaque dossier. Il faut aussi des mesures fortes du côté du gouvernement, du côté aussi du pouvoir législatif. Et il y a un certain nombre de tribunes qui ont paru, qui vont paraître, qui demandent à ce que de l'air soit donné, que des prisonniers soient libérés, que des mesures de grâce, de très nombreuses et massives mesures de grâce soient prises pour des courtes peines, pour des situations, etc. Mais alors là, on va autoriser le gouvernement, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à légiférer par ordonnance. Pourquoi est-ce que, dans le cadre de ce processus législatif, le gouvernement ne pourrait pas assouplir, par exemple, les critères qui permettent d'accorder des libérations conditionnelles ou des critères pour la question de la détention provisoire. Enfin voilà, c'est des éléments sur lesquels le pouvoir législatif, à travers les ordonnances, devrait pouvoir agir pour faciliter, donner des moyens juridiques aux magistrats de donner de l'air aux prisons et de libérer des personnes. Parce que là, il faut bien voir que la situation à l'heure actuelle, elle est extrêmement compliquée. On a dit qu'il n'y a plus de parloir, mais par exemple, là, il n'y a plus de dépôt de linge. Ça m'a été confirmé pour Fresnes. Il n'y a plus de permission de sortir, c'est évident. Donc, ils sont coupés de l'extérieur totalement. Il n'y a plus de possibilité même de réfléchir aux aménagements de peine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de poser les bracelets électroniques. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes, et je connais des situations précises, qui, il y a une semaine,
pensaient sortir la semaine prochaine et qu'on allait leur poser un bracelet électronique à la maison, eh bien là, c'est plus possible. Donc, ils restent en prison. Les détenus qui sont dans une phase de construction d'un projet d'aménagement de peine avec un projet de réinsertion, de sortie, etc., tout ça tombe à l'eau parce que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont comme vous et moi. Un grand nombre d'entre eux et d'entre elles sont confinés chez eux et chez elles, donc ils ne peuvent plus fabriquer ces projets, construire ces projets avec les détenus. Tout va au ralenti et plutôt que de libérer, j'ai peur qu'on aille vers un confinement dans le confinement, comme l'expression a déjà été employée tout à l'heure. Voilà. Donc il faut des mesures fortes, à la fois du point de vue du pouvoir exécutif et du point de vue du pouvoir législatif pour donner de l'air aux prisons. Le message est passé. Peut-être un dernier mot sur le cas du détenu à Fresnes, Michel, qui est arrivé, si j'ai bien lu ton papier, en détention atteint du coronavirus et qui en est décédé. Oui. Est-ce qu'à Fresnes, suite à ça, des mesures particulières ont été prises? Est-ce que la mesure de cette épidémie a été prise et des actions ont été prises en conséquence? Alors, pour ce qu'on sait, il est arrivé effectivement, il était en prison, il était déjà malade. Il a été donc mis à l'isolement et ensuite emmené dans un établissement hospitalier où il est décédé. On nous signale d'autres suspicions de cas à Fresnes. C'est apparemment un des établissements sur le plan médical qui est le plus sensible actuellement. Mais on n'a pas, pour être tout à fait sincère, à l'heure qu'il est, d'informations très précises sur ce qui se passe. On regarde ça tous les jours. Et donc, on ne sait pas si les suspicions de contamination sont des personnes qui ont été sorties pour être mises à l'isolement dans un hôpital. On ne sait pas si il y a eu des dépistages. Tout ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Il y a très peu de transparence sur ces questions-là. La pénitentiaire n'est pas extrêmement transparente. Les familles ne peuvent plus rendre visite aux détenus au parloir. Bon, tout ça est un petit peu sous cloche, malgré tout. Bon, et j'imagine que qu'on va continuer à suivre ça à Mediapart. Un dernier mot, chacun, ou on se dit à une prochaine? Oui, alors, oui, merci. Merci. Alors, on parle de l'enfermement. Je ne voudrais pas oublier non plus les étrangers en situation irrégulière qui continuent à être enfermés dans des centres de rétention administrative par les préfets dans toute la France. Et alors, il y a heureusement un certain nombre de juges des libertés de la détention qui ont commencé à libérer ces personnes-là au motif qu'il était absolument impossible, au vu de la fermeture des frontières et de l'arrêt des vols, il était impossible de les reconduire et de les expulser dans leur pays d'origine. Mais on a vu encore très récemment à Paris, même ce matin à Paris, un préfet, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, demandait à ce qu'un ressortissant belge continue à être enfermé au centre de rétention dans le but de l'expulser vers la Belgique. Voilà, on en est à ce niveau-là d'absurdité, alors que l'heure est évidemment à désengorger ces lieux de contamination que sont les centres de rétention et ces lieux d'enfermement. Et là aussi, on va très prochainement consacrer une émission à ces personnes-là. Et en attendant, je vous invite à lire le travail d'Olivier Bertrand sur Mediapart. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas, évidemment, abonnez-vous. Merci à tous les trois, Antoine Rouget, Michel Dedéan et Raphaël Kemp, d'être passés par À l'air libre. À très bientôt. Et on continue, on quitte la France pour la Grande-Bretagne. Amandine Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu es à Londres et tu es la correspondante de Mediapart à Londres. Tout d'abord, comment ça va? Comment ça va ici en Grande-Bretagne? Est-ce que vous êtes confinés et comment? Alors, nous ne sommes pas confinés. Enfin, personnellement, je suis confinée, mais il n'y a pas de mesure de confinement. C'est-à-dire que les gens, depuis lundi, sont incités à ne pas sortir, à ne pas aller au pub, à ne pas aller au cinéma, au restaurant, au café, etc. Mais c'est simplement un conseil, en fait, du gouvernement. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, soit qui ne sont pas en mesure de respecter ces conseils, notamment les conseils de télétravail, soit qui n'ont pas en fait intégré à quel point ce virus était contagieux et dangereux. Et je pense, alors on se rend bien compte partout en fait que c'est très difficile pour la population d'intégrer ces notions de confinement et la nécessité de pratiquer le social distancing, de mettre des distances avec les autres. Mais il faut dire que la communication en fait du gouvernement est particulièrement défaillante. Alors on vient à peine, en fait, Boris Johnson a annoncé hier, enfin plutôt le ministre de l'Éducation a annoncé hier que les écoles allaient être fermées à partir de demain.
Mais c'est quelque chose que le gouvernement avait présenté comme une mesure qui n'était pas franchement nécessaire, qui n'était pas franchement efficace. Donc voilà, donc il y a beaucoup de confusion en fait dans l'esprit des gens qui n'ont pas en tête ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en France. Alors les personnes qui ont de la famille dans ces pays-là, je pense, pour le coup, sont certainement beaucoup plus prudentes, mais pour la plupart des Britanniques, on va dire, qui ne se préoccupent pas spécialement de ce qui se passe à l'étranger. Enfin, tout cela n'est pas très grave. Et encore une fois, la communication du gouvernement, je pense, n'a pas été spécialement efficace parce que tout d'abord, Boris Johnson a beaucoup tardé à s'exprimer sur le sujet, à donner une conférence de presse. Et en plus, c'est ça, hein. on a mis, en fait, alors maintenant il y a un point de presse journalier, mais ce n'est Ouais. que depuis le lundi. Et en plus, au départ, l'accent a été mis sur le caractère particulièrement vulnérable des plus de 70 ans, des personnes qui ont des maladies chroniques et des femmes enceintes. Ce qui fait que beaucoup de personnes finalement se sont dit, il faut aider ces gens-là qui vont être confinés pendant des mois, mais nous, on peut plus ou moins continuer à vivre comme d'habitude. Et alors justement, à propos de cette prise de parole qui était donc le 12 mars, jeudi dernier, donc le jour d'ailleurs où Emmanuel Macron en France s'est exprimé aussi pour la première fois, ce 12 mars-là, Boris Johnson donc, a pris la parole et il a eu une phrase qui a fait réagir. On l'écoute. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. Voilà, donc Boris Johnson qui dit que beaucoup de Britanniques perdront des proches plus tôt que prévu. C'est assez étonnant ce genre de phrase. Soit c'est le comble du cynisme, soit c'est d'une légèreté extrême. Est-ce que ça a fait parler en Grande-Bretagne? Oui, ça fait beaucoup réagir. Alors, ce qui était vraiment bizarre, en fait, c'est que dans la foulée, il n'annonce aucune mesure drastique, qu'il n'annonce pas de tests de dépistage en masse et des mesures susceptibles, en fait, d'essayer d'éviter le pire. Et donc, le Premier ministre et les conseillers scientifiques du gouvernement ont expliqué qu'en fait, ils misaient, alors ils n'ont pas d'une façon explicite le jeudi, mais c'était explicité le lendemain, le vendredi, ils misaient sur ce qu'ils appellent une immunité, enfin un processus d'immunisation de masse, qui consisterait en fait à faire en sorte même que la plupart des Britanniques attrapent le virus. Et bon, certaines personnes, malheureusement, ne pourraient pas résister donc, au virus, et que finalement, lorsque, je crois qu'ils avaient dit 60% de la population aurait attrapé le virus, à ce moment-là, il y aurait une espèce de phénomène d'immunisation, mais qui, enfin, ont expliqué les épidémiologistes, en fait, ne fonctionne pas. Le principe vaut en fait pour la vaccination, c'est-à-dire qu'on vaccine quand on a un vaccin. La majorité de la population qui peut être vaccinée, voilà, pour protéger les autres personnes qui, elles, ne le peuvent pas. Et donc, le lundi, après un week-end particulièrement agité, enfin, les esprits, enfin, les gens ont paniqué, se sont rués vers les supermarchés, etc. Et donc, le lundi, en fait, ils ont fait marche arrière, mais sans l'expliciter. Et donc, le lundi, on a commencé à dire, enfin, Johnson a dit que voilà, qu'il fallait arrêter, qu'il valait mieux ne pas sortir. Mais tout ça, encore, c'est de l'ordre du conseil. Donc, c'est un message en Grande-Bretagne, vous en êtes au stade où on en était la semaine dernière, quand il était question de fermer les écoles, mais de quand même pouvoir sortir tout en étant extrêmement responsable, en appliquant les gestes barrières. Oui, vous en êtes à ce stade-là. Est-ce que un confinement réel, cadré, contraignant est à l'étude en Grande-Bretagne, ou bien ça va continuer un peu comme ça sur un... Non, en fait, c'est vraiment à l'étude. C'est à l'étude, en fait, parce que d'ailleurs, cet après-midi, le gouvernement vient de publier un projet de loi qui, en fait, ça équivaut à un état d'urgence sanitaire. Donc, ça donne au gouvernement un certain nombre de pouvoirs exceptionnels pour arrêter des personnes qui seraient suspectes, qu'on suspecte en fait d'être malades, qui
permettrait en fait de fermer des ports, de fermer des aéroports, voilà, de prendre vraiment des mesures drastiques pour le coup. Mais c'est comme si en fait voilà, le gouvernement avait voulu nous emmener tout doucement vers cette notion de confinement, alors qui fait peur évidemment parce que les gens après enfin, ne comprennent pas exactement, enfin pensent qu'ils vont être vraiment cloîtrés chez eux, vont même pas pouvoir sortir, peut-être faire leurs courses, etc. Mais on sent que, en fait, voilà, que Boris Johnson a du mal à dire les choses clairement. Et pour l'instant, on a vraiment l'impression, alors que le premier cas, en fait, je regarde tout à l'heure, le premier cas de coronavirus en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, remonte au 31 janvier. Donc, on aurait pu penser que, voilà, ça aurait permis en fait au Royaume-Uni de ne pas commettre les mêmes erreurs que d'autres pays, hein, comme l'Italie ou la France et d'autres, et voilà, de prendre des mesures en amont. Et là, en fait, l'impression qu'on a, c'est qu'on a vraiment, nous aussi, 3 temps de retard, et que tout cela risque d'être vraiment désastreux d'un point de vue sanitaire. Donc, je vois que le dernier bilan en date fait état de 137 morts. Et hier, on recensait 2600 et quelques cas de personnes contaminées. Donc pour l'instant, voilà, c'est un taux de mortalité qui est relativement élevé. Alors on ne va pas non plus, voilà, il faut voir au jour le jour, on ne va pas en tirer de conséquences sur ce qui peut se passer dans les prochains jours, mais c'est vrai que ça n'est pas du tout rassurant. Ouais, la réponse politique n'est pas de nature à rassurer. Et une question qui n'a rien à voir, mais peut-être quand même un peu, est-ce que cette crise du coronavirus pourrait avoir un effet sur la volonté de Boris Johnson de couper de réduire le budget de la BBC, donc la chaîne publique, donc l'idée, si je ne dis pas de bêtises, de supprimer la redevance. Est-ce qu'il pourrait tout à coup se rendre compte tout de même que le service public de l'information est capital dans ce genre de situation, et se dire que peut-être il faudrait quand même lui laisser un peu de budget à la BBC? En fait, je pense que le problème là, c'est que tout est remis en question en fait. Absolument tout est remis en question. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas annoncé de mesures pour venir en aide aux chômeurs ou aux personnes qui sont sur le point de perdre leur emploi. Alors qu'en plus, les allocations chômage en Angleterre sont parmi les plus faibles d'Europe, hein. Donc, quand vous êtes au chômage, pour avoir droit aux indemnités, d'abord, ça veut dire que vous n'avez pas du tout d'économie, quasiment pas, et vous percevez en fait l'équivalent de 75 € par semaine. Donc là, il est question d'instaurer éventuellement un revenu de base. En tout cas, c'est ce qui est demandé par certaines personnes, et y compris au sein du Parti conservateur d'ailleurs, hein, ça ne vient pas seulement du Parti travailliste. Et donc, pour en revenir à la BBC, oui, tout d'un coup, en fait, toute cette idée que finalement, les programmes de la BBC ne remplissent pas véritablement leur fonction de service public, que cela fait de la concurrence aux autres chaînes et que tout cela coûte beaucoup trop cher, etc. La BBC a annoncé tout un tas d'émissions justement en lien évidemment avec le coronavirus pour aider les gens à rester en forme chez eux pendant le confinement, pour aider les enfants, les adolescents à continuer à apprendre pendant cette crise. Et donc, ça peut être effectivement l'une des conséquences, mais je pense qu'en fait, les conséquences, elles sont peut-être pas mesurables encore pour l'instant. Elles sont pas mesurables. On en est vraiment au tout début de la crise, et le souci vraiment aujourd'hui, en fait, c'est que le gouvernement n'a pas encore annoncé en fait de mesures pour venir en aide vraiment aux foyers, aux salariés, aux personnes qui travaillent à leur compte, etc. Et il doit annoncer en fait des mesures lundi prochain, ce qui semble une éternité. Une éternité. Bon, eh ben merci Amandine, on suivra ça avec toi sur Mediapart. Bon courage à Londres et à très bientôt. Qui sait, peut-être si ça dure, tu reviendras nous dire où on en est en Grande-Bretagne dans À l'air libre. Merci et à bientôt Amandine Alexandre à Londres. Mathieu, je te passe la parole, mais juste après Laura Demange, histoire de souffler un peu. Jour 3, j'ai quitté Paris. Le seul truc, c'est que je suis partie très vite, donc sans pince à épiler ni cire. Voilà le résultat. Et on n'en est qu'au jour 3. Je vous ferai un point au jour 7. Pour ceux qui se disent, disons qu'elle est partie sans pince à épiler et sans brosse à cheveux. Non, ça c'est comme d'habitude.
J'ai vu qu'il y avait plein d'initiatives hyper positives, notamment de la part de musiciens qui font tous les jours des petites reprises et tout. Moi, malheureusement, mon piano rentrait pas dans la Twingo. J'ai trouvé une guitare et j'ai commencé à prendre la guitare. Je vais essayer de vous offrir un peu de joie. Vu mon état pilositaire, j'ai cru bon de vous reprendre une chanson de Francis Cabrel, La Corrida, La Corona. Je suis moi-même pas sûre de cette blague. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. C'est un visionnaire quand même, Francis, parce qu'il a écrit ça bien longtemps avant l'épidémie. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante. Ça, je pense qu'il parle de l'Italie, au balcon. Au bout du couloir. Elle aurait pu dire au bout du balcon. Au bout du balcon. Ça rimait pas. Quelqu'un a touché le verrou. J'ai plongé vers le grand jour. Oui, mais quand? Vu les fanfares et les barrières et les gens autour. Ça, je pense que c'était avant-hier quand il y a eu la manif des Gilets jaunes. Est-ce que ce monde est sérieux? Solo! Motras vriras. Je parle pas espagnol. J'ai pas encore eu le temps d'apprendre. Venga, venga, vengamos. Voilà, si ça a pu aider à contribuer au chant et au son universel, c'est avec plaisir. Bisous les copinos. Moi, je vais continuer à apprendre peut-être l'espagnol, du coup. Merci Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà, depuis qu'on a lancé ces appels hier, pour les témoignages très nombreux à nous contacter. Continuez bien sûr à nous envoyer vos témoignages sur le coronavirus, ce qui change dans nos vies, dans vos vies, les problèmes multiples qu'ils nous posent, qu'ils vous posent, les alertes, les alarmes. Aussi éventuellement vos moments de joie, comment vous réinventer le quotidien, on en a besoin aussi. Donc on la rappelle une dernière fois, alairlibre@mediapart.fr. Dans un instant, on va parler avec nos invités, nos témoins, justement qui viennent de cet appel à témoins, qui nous ont contactés dans les dernières heures. On va parler de ce virus, de ce qu'il fait au corps, des angoisses qu'il crée, de comment éviter de céder complètement à la panique dans ce moment très particulier et d'éviter les désinformations. Mais d'abord Mathilde Goenec, donc Mathilde de la rédaction de Mediapart, du pôle social de Mediapart, je te passe la parole au sujet de ce qui se passe en ce moment dans de nombreuses entreprises. C'est un sujet que tu suis en détail, des salariés qui exercent ou qui tentent en tout cas d'imposer leur droit de retrait. Oui, il y a énormément de craintes chez les salariés, évidemment, salariés précaires, indépendants, d'être contaminés. Et on reçoit, a fortiori nous, les journalistes qui suivent habituellement les questions liées aux conditions de travail, énormément de témoignages dans ce sens. Et beaucoup de Français sont encore au boulot, si je puis dire, à l'hôpital, bien sûr, dans les services publics dits essentiels, mais en fait aussi dans les supermarchés, l'industrie agroalimentaire, mais pas seulement non plus, dans les plateformes logistique, le bâtiment, l'industrie, finalement en contradiction avec les mesures de confinement drastiques qui ont été prônées par ailleurs. Romaric Gaudin, journaliste à Mediapart, que vous connaissez, je pense bien, vous les lecteurs, les auditeurs, va nous éclairer à ce sujet dans un papier à venir dans Mediapart. Et puis, il faut dire que la communication gouvernementale a été floue, puisque lundi soir, Emmanuel Macron sortait trompette, tambour, tout le monde à la maison. Et aujourd'hui, lui et ses ministres exhortent les entreprises à poursuivre leurs activités d'une certaine manière, à condition d'être en conformité avec les règles sanitaires. Donc, comprend qui peut. Face à cette injonction paradoxale, tu le soulignais Mathieu, on a eu beaucoup de témoignages et les salariés sont inquiets. De nombreux salariés dans le privé tentent de déposer des droits de retrait. Peut-être pour faire un petit peu d'information générale d'intérêt public, je peux rappeler un peu ce qu'est ce dispositif qui est prévu par le Code du travail et qui énonce que si les salariés ont un motif raisonnable de penser que dans certaines situations ils sont en danger grave et imminent, ils peuvent alors exercer leur droit de retrait et interrompre leur activité, d'une certaine manière quitter leur travail tant que leur employeur n'a pas mis
en place les mesures de prévention adaptées. Reste aussi pour la possibilité pour les travailleurs, comme pour les syndicats, et ils sont nombreux à le faire en ce moment, de déposer un droit d'alerte, ce qui revient à demander à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés d'un danger grave et imminent. Dans le public, le droit de retrait existe également, il est nettement plus compliqué à mettre en œuvre, et j'ai interrogé une juriste ce matin qui me disait que c'était un droit en construction, et elle relevait l'euphémisme, hein, c'est quasiment un non-droit parce qu'il est très difficile à mettre en place, mais on va y revenir demain aussi dans le journal. Donc ça, c'est la règle, ça c'est la théorie. Donc dans la pratique, c'est évidemment difficile pour tous et partout, hein, de l'appliquer, de le mettre en œuvre, que l'on soit intérimaire, en CDD, en CDI, travailleur indépendant, de déposer ce droit de retrait, parce qu'en plus, il est par nature individuel. Donc, ce n'est pas une décision collective d'un collectif de travail, ça ne peut pas non plus être porté par un syndicat. On dépose un droit de retrait de manière individuelle. Le syndicat des avocats de France a d'ailleurs demandé à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, de clarifier sa position à ce sujet, puisqu'elle a laissé entendre que dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur avait mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales sur la santé et la sécurité dans le cadre du Covid-19, le droit individuel de retrait ne pourrait pas trouver à s'exercer. Donc là, il y a vraiment une bataille juridique qui s'annonce, mais pas seulement une bataille sur les questions de santé publique. Là, et c'est au plus fort de la crise, c'est assez inquiétant qu'on ait à se poser cette question-là maintenant. Donc voilà, là, je me tais maintenant et je vais passer la parole à Mathieu qui est avec nous, qui est ouvrier dans l'industrie aéronautique. On ne va pas citer son entreprise pour des raisons évidentes de protection, mais qui a obtenu, donc bonjour Mathieu déjà, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, très bien. Ok, super. Mathieu qui a obtenu dans son entreprise avec ses collègues que cesse le travail en raison de la crise du Covid-19, non sans friction avec la direction. Est-ce que d'abord Mathieu, vous pouvez nous décrire un peu d'une certaine manière quel est votre cadre de travail, votre atelier, sans rentrer trop dans les détails, mais si j'ai bien compris, il s'agit d'ouvriers qui sont plusieurs à travailler sur les mêmes machines, donc avec des risques de contamination assez évidents. Enfin, en tout cas, voilà, juste un petit éclairage sur votre lieu de travail. Oui, voilà, ouais, on est plusieurs à travailler. En général, on est peut-être 2 ou 3 sur une machine. Après, ça dépend des machines. Mais surtout, le plus dérangeant pour nous, c'est qu'on partage une quantité d'outils assez importante. Donc, on se les partage, on les utilise et tout. Et la direction a mis en place le fait pour notre protection, d'ouvrir toutes les portes, mais n'a rien fait. Et quand on les a alertés au niveau de l'utilisation commune des outils, et puis on n'a rien pour se protéger, ni masque, ni gants, ni gel. Alors on essaye de se laver les mains le plus souvent possible, mais c'est difficile. Après, ils nous ont interdit quand même le changement dans les zones communes. Mais voilà, c'est tout ce qu'on avait quand on est arrivé lundi. Et c'était la même situation le mardi matin, sauf qu'on pensait qu'à midi, on allait devoir arrêter le travail suite aux déclarations du président, même si on savait que c'était pas très très clair, parce qu'il avait dit que ça allait être compliqué, et au final ça a été un peu compliqué, quoi. Alors du coup, effectivement, donc ce que je comprends, c'est que la direction avait initialement prévu de vous faire continuer le travail, malgré les annonces donc, de confinement d'Emmanuel Macron lundi. Sur quels arguments, en fait, il était prévu que vous continuiez? Les arguments, c'était que la crise économique serait plus grave que la crise sanitaire. Donc il fallait s'attendre peut-être à des plans sociaux à la suite de la crise sanitaire. Donc il fallait peut-être mieux travailler et qu'il y avait que si la concurrence continuait à travailler économiquement, on risquait sans doute d'avoir une perte sur le chiffre d'affaires. Juste pour qu'on comprenne un peu, votre activité qui est développée par votre entreprise, est-ce qu'elle vous semble, c'est difficile parce que le flou est général là, sur cette question-là, mais est-ce qu'elle vous semble essentielle d'une certaine manière à la bonne marche de l'hôpital, à la bonne marche de l'approvisionnement en alimentation? Enfin, est-ce que c'est essentiel dans le moment qu'on vit là? Non, je pense pas du tout. Enfin, d'ailleurs, quand on se concertait avec les collègues, c'est ce qu'on ressortait. On n'avait pas du tout. D'ailleurs, personne ne travaillait vraiment. Tout le monde se posait des questions. Tout le monde était un peu paniqué et on comprenait pas très bien ce qu'on faisait là. Il y en avait beaucoup qui avaient peur pour leurs proches. C'était compliqué. Ce qu'on disait, l'État nous demandait et on entendait un peu partout rester chez vous, mais en même temps, on s'empêche de voir nos proches, nos familles et tout ça. Mais on nous force quand même à aller travailler, à travailler avec nos collègues et ouais, à partager beaucoup de choses avec eux. Et du coup, ça faisait beaucoup de contradictions. C'était difficile à
appréhender tout ça. On était tous un peu déprimés, on comprenait pas trop et c'était un peu difficile, quoi, les moments. Enfin, ça faisait une sorte de flottement, c'était une sensation assez étrange. Et les cadres, la direction, elle était au travail comme vous ou en télétravail? Il y avait une grande partie, bah, tous les bureaux étaient pratiquement en télétravail, quelques-uns restaient, tous ceux qui avaient besoin d'avoir accès au site, quoi. Mais ouais, la plupart étaient en télétravail, puisqu'ils pouvaient le faire depuis leur ordinateur. Alors du coup, comment ça s'est passé pour, d'une certaine manière, tordre un peu le bras de votre direction pour la faire changer d'avis, puisque là, vous êtes, vous, à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est pas très français, mais vous êtes là aujourd'hui confiné. Comment ça s'est passé, ce changement de pied? Bah, on a fait une demande pour voir la direction. Il y a eu une demande de CSCE avec le syndicat pour discuter avec la direction. Finalement, le directeur de site est venu à visiter tous les sites. Et sur certains sites, ça a été un peu houleux. Au final, il nous a quand même dit à la fin de cette réunion qu'on devait continuer le travail. Et je dirais peut-être une demi-heure après, on a appris qu'on allait partir en confinement dû au fait que nos fournisseurs étaient tous en arrêt et que de toute façon, on ne pourrait pas continuer à travailler. Ok, d'accord. Vous me disiez avant qu'on soit là ensemble au téléphone que vous aviez eu le sentiment voilà, qu'il y avait une forme de primauté de l'intérêt économique sur l'intérêt des salariés. Qu'est-ce que ça vous renvoie, à vous qui êtes voilà, ouvrier salarié? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, c'est difficile à appréhender. On sent vraiment utilisé et un peu envoyé au charbon, comme on dit, pour faire du bénéfice et rien d'autre, quoi. Et enfin, il y a un peu, enfin, moi j'avais plus l'impression aussi qu'il y avait un côté, enfin, on nous oblige à aller au front là pendant l'épidémie, à se mettre en danger, et de plus on nous menace d'une crise économique derrière qui va aussi nous toucher. Et des deux côtés, on n'a aucun retour ni rien, juste de la menace et rien d'autre. Et pour tout le monde, c'est difficile. Enfin, ça fait longtemps qu'on est habitué à la menace dans le milieu ouvrier, mais là, ça fait un peu coup double et c'est un peu compliqué. Tout le monde a du mal à l'appréhender. En tout cas, enfin, moi, est-ce que le droit de retrait, il a été évoqué dans votre entreprise ou pas? La menace du droit de retrait? On en a parlé, mais on n'est pas allé jusque-là. Enfin, ça s'est débloqué avant ça, mais ouais, on en a parlé. Ouais. Ok. Donc là, pour l'instant, vous êtes à la maison jusqu'à nouvel ordre, c'est ça la consigne dans votre entreprise? Ils ont posé jusqu'à 15 jours, mais tous les vendredis, notre supérieur N+2 doit nous appeler pour savoir si on reprend le travail ou pas. Alors, au vu des derniers discours d'Emmanuel Macron et tout, je suis un peu inquiet sur ce côté-là. Et même de ce que j'ai vu de ce qu'a dit Madame Pico et tout. Donc, ouais, je suis un peu inquiet à ce niveau-là si on va devoir nous forcer à reprendre le travail. Peut-être une dernière question. Déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc là, vous êtes chez vous, vous êtes avec votre compagne, c'est ça, à la maison, vous êtes dans un appartement, c'est ça Ouais. Déjà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement la situation pour vous et pour vos proches sur le confinement, s'il y a des problèmes en particulier? Oui, bah, nous, ça va ici, avec moi et ma compagne, on s'en sort plutôt bien. Mais enfin, on s'occupe et on a beaucoup de choses à faire et tout. Mais après, bah, c'est plus pour ma famille, ma mère, elle qui est aide-soignante, elle donc, qui était en mi-temps thérapeutique et doit reprendre le travail à plein temps. Elle s'inquiète beaucoup, elle, parce qu'elle est sans masque. Mon petit frère est diabétique, donc elle s'inquiète en plus pour lui. Il y a ces infirmiers qui passent qui n'ont pas de masque non plus, donc c'est toujours très inquiétant. Après, j'ai vu aussi dans vos articles qu'Airbus pensait reprendre le travail lundi aussi au niveau des conditions de sécurité. Alors, je ne sais pas si eux ont le droit à des masques ou pas, mais enfin, je trouve ça un peu. J'ai un peu de questionnement à ce niveau-là de savoir pourquoi les entreprises ont le droit de reprendre le travail normalement avec des consignes de sécurité et pourquoi toutes les personnes de santé, dont les aides-soignantes et les infirmiers, n'ont rien à disposition. La pénurie est un peu à degré variable, quoi. C'est ça que enfin, en tout cas, semble un peu à degré variable. Il y en a dans certains endroits et pas dans d'autres. D'accord. Bon, écoutez, merci. On a beaucoup de gens à écouter. Merci beaucoup de votre témoignage. Mathieu, je te repasse la parole. Merci Mathilde, merci Mathieu. Avec nous aujourd'hui, donc on a plusieurs témoins qui ont répondu ces toutes dernières heures à notre appel
à témoins. On va parler du virus, du quotidien, ce qu'on appelle les cas suspects, les gens dont on suspecte une contamination très forte, suspecte très fortement une contamination au coronavirus. Et on va aussi parler de comment éviter de céder à la panique, de voir de voir une menace permanente autour de nous, même si la situation est bien sûr extrêmement grave. Avec nous, plusieurs invités qui patientent depuis un certain temps. Merci beaucoup d'avoir patienté. Elsa, bonjour Elsa. Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous habitez dans les Hauts-de-Seine, vous avez 40 ans, vous êtes cadre dans le secteur bancaire et on va y revenir. Vous êtes actuellement confiné parce que vous êtes considéré comme ce qu'on appelle un cas suspect de coronavirus, non testé mais présentant les symptômes. Et vous avez été ces derniers jours évidemment particulièrement inquiète parce que vous avez une insuffisance rénale de naissance et en plus vous souffrez d'asthme et donc vous allez nous raconter votre quotidien. On a aussi connecté Nathan de Hariba. Bonjour Nathan. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes chercheur en droit, vous habitez aux Pays-Bas, à Leiden, et en fait, c'est là que vous avez choisi de vous auto-confiner d'une certaine façon, parce que en fait, avec votre compagne, parce que donc vous vivez entre les Pays-Bas et la France, vous vivez aux Pays-Bas, votre famille est en France, vous hésitiez, et puis les Pays-Bas n'ont pas officiellement mis en place le confinement, mais vous avez quand même décidé de vous confiner. On verra parce que vous êtes une personne immunodéprimée en raison d'une greffe cardiaque quand vous étiez enfant, et donc vous allez nous parler de toutes ces précautions innombrables que vous prenez et qui parfois finissent par j'imagine, hanter la tête et prendre vraiment la tête au quotidien. Et on a aussi comme autre invité le docteur Denis Massé. Vous êtes pharmacien, Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir patienté aussi. Pharmacien à Beaucouzet, une petite ville de 5000 habitants dans le Maine-et-Loire. Et vous m'avez contacté ce matin, vous nous avez contacté pour dire j'ai envie de parler de ce qui se passe dans les pharmacies en ce moment. Beaucoup de gens arrivent qui sont très inquiets et vous essayez autant que possible de donner les bonnes informations, d'éviter les rumeurs. Et c'est pas un travail très facile, on va en parler. On devait avoir aussi une quatrième témoin qui peut pas nous parler parce qu'elle est trop malade, elle est confinée, elle est probablement atteinte du coronavirus, elle est un cas suspect. Et elle, le message qu'elle voulait passer, c'est une étudiante, elle a 26 ans, elle s'appelait Sarah, et on aurait adoré l'entendre, mais c'était pas possible, elle toussait trop aujourd'hui, et elle nous a dit, dites bien aux jeunes comme moi, des gens de 26 ans, que c'est très important, ça arrive, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément des symptômes sévères qu'on n'a pas ce syndrome, qu'on n'a pas ce virus, pardon, et elle dit, moi je suis sportive, j'avais aucun problème de santé, je mène une vie extrêmement saine, j'ai été atteinte, j'ai probablement contaminé des gens, donc voilà, maintenant elle vit complètement confinée, et elle dit, restez chez vous, et ne pensez pas, si vous êtes jeune, que vous ne pouvez pas être atteint. C'est son message. Je crois qu'il est très important de l'entendre. Je voulais commencer avec vous, Elsa. Donc dans les Hauts-de-Seine, Elsa, comment ça va déjà? Ça fait combien de temps que vous êtes confinée et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors déjà, ça va bien. Je vous remercie. Alors, ça va bientôt faire 10 jours que je suis confinée. Alors, il y a deux choses à dire. Il y a le confinement, comme beaucoup de Françaises et de Français actuellement, comme la plupart des Français et des Françaises. Et il y a le confinement parce que malheureusement, on est un cas suspect et qu'on est malade et qu'on a développé des symptômes. Donc, effectivement, il ne faut pas prendre ça à la légère, comme il ne faut pas dramatiser. Les symptômes ne demeureront pas vraiment ceux de la grippe. Ils diffèrent d'une personne à l'autre et ils sont assez changeants. Mais au final, je dirais que par rapport à l'angoisse d'être malade, on a souvent une anxiété quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on est dans l'inconnu, lorsqu'on n'a pas de recul. Mais une fois qu'on développe des symptômes, en fin de compte, on est un peu plus rassuré parce que ça y est, on se dit, ça y est, je vais passer par là, et on est plus dans l'action, dans le fait de se montrer proactif et responsable de sa santé. Et en fait, le confinement, on le vit d'une autre façon, c'est-à-dire que au lieu de se dire qu'on est enfermé, qu'on doit axer en fait son temps sur le loisir, on est plus axé sur sa santé, on se ressent sur l'essentiel. Et c'est vrai que notre quotidien se résume plus à des courbes de température et à des coups de fil au médecin. Mais au final, ça dure que quelques jours. On est extrêmement bien accompagné. Il ne faut pas hésiter de se rapprocher de son médecin. Les médecins se montrent très actifs, très présents pour répondre à nos questions. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et je comprends ceux qui peuvent développer des symptômes même bénins.
et qui peuvent, dans un premier temps, être dans le déni, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au départ, essaient de rationaliser en disant « Oh ben non, mais j'ai quelques courbatures parce que j'ai fait un peu trop de sport ou parce que je suis un peu trop stressée au boulot. » Et c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu aussi de ce déni, parce que sortir de ce déni, ça revient à protéger les autres et à se protéger soi. Plus on est dans le déni, plus on ignore en fait les symptômes et les alertes de son corps, et moins on peut anticiper sur la suite à donner. On reviendra peut-être avec vous justement après les témoignages des uns et des autres tout à l'heure. Je voudrais passer à Nathan. Nathan, merci d'être là, Nathan. Donc, on l'a dit, vous êtes aux Pays-Bas, votre famille est en France, et vous, comme vous êtes immunodéprimé en raison d'une greffe cardiaque quand vous étiez petit, vous avez choisi de vous confiner en fait d'une certaine façon aux Pays-Bas. Avec votre compagne. Comment ça va déjà et comment ça se passe à Leiden aux Pays-Bas où vous êtes actuellement? Je crois que le confinement n'a pas été mis en place là-bas. Vous êtes en fait auto-confiné, mais le confinement là-bas n'est pas en place. Oui, bonjour, merci. Je suis ravi d'intervenir dans une émission aussi intéressante. Alors les Pays-Bas, pour reprendre les propos de votre journaliste Amandine Alexandre, sont un peu entre la Grande-Bretagne et la France. On n'a pas mis en place, le Premier ministre et le gouvernement n'a pas mis en place la quarantaine comme en France, mais on n'est pas totalement dans une attitude de déni ou d'immunité de masse, on est dans une stratégie d'immunité de groupe. L'attitude du gouvernement était un peu flottante, un peu retardataire. On a aujourd'hui aux Pays-Bas à peu près, relativement à la population, le même nombre de personnes contaminées et de décédés qu'en France, mais les magasins sont toujours ouverts, on n'oblige pas les gens à rester chez soi, des gens continuent à aller au travail, et puis en revanche, les restaurants et bars sont fermés, mais ils peuvent continuer à livrer, et les coffee shops ont rouvert suite aux pressions des clients et aux menaces d'un transfert vers le marché noir. Oui, d'accord. Et probablement une volonté collective de s'échapper, peut-être. Voilà. Vous m'avez dit, quand vous m'avez envoyé ce mail ce matin, moi je suis pas d'un naturel anxieux, vous êtes quelqu'un de rationnel, mais vous dites la situation pour des gens comme moi est quand même très anxiogène et presque aussi difficile à vivre que le risque lui-même. C'est-à-dire vous voyez dans votre quotidien, donc on rappelle qu'a priori vous n'êtes pas infecté par le coronavirus, mais vous craignez beaucoup de l'avoir et vous, finalement vous le voyez le risque partout en ce moment depuis quelques jours. Oui, tout à fait. Alors, moi, comme vous le dites, je suis pas d'un naturel anxieux. J'ai jamais, malgré ma maladie, malgré ma greffe, je ne vois pas le risque partout. Je vis une vie tout à fait normale. Même parfois, je suis moins précautionneux que ma mère médecin voudrait que je le sois. Mais oui, depuis le début de la crise, ça a commencé fin janvier où on était en Espagne avec ma fiancée et où elle disait on devrait porter un masque dans l'avion, dans les aéroports. Et puis bon, à ce moment-là, j'étais encore très serein. Et puis effectivement, depuis que la crise a vraiment pris cette ampleur, je commence à stresser beaucoup. Fin février, j'étais en France pendant un week-end. Je suis allé chez mon pharmacien refaire mon stock jusque fin décembre, fin juin, excusez-moi, suppresseur parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer, si j'allais pouvoir rentrer en France. Aussi, à ce moment-là, les ruptures de stock en Chine étaient une question ouverte dans le débat public. Et puis, depuis début mars, je suis en télétravail. J'ai prévenu mes directeurs de thèse que je ne pouvais plus aller au boulot. Et puis à ce moment-là, il y a 3 semaines, on a l'impression que c'était il y a 3 mois, mais en fait c'était qu'il y a 3 semaines, j'avais peur d'être pris pour un paranoïaque complètement angoissé qui est complètement déconnecté de la réalité. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait j'avais raison. Et maintenant, oui, le risque, je le vois partout. Même quand vous êtes paxé récemment, et il se trouve que la personne qui vous paxait a toussé. Et ce moment formidable a été gâché d'une certaine façon par cette angoisse. Exactement. Hier, on était à la mairie pour un partenariat enregistré. Alors, il y a déjà toute l'angoisse de est-ce que ça allait être annulé ou pas, est-ce qu'on devrait y aller ou pas, est-ce que c'est raisonnable de le faire ou pas, malgré la situation, mais aussi est-ce qu'on sera là, je sais pas, dans des mois pour le faire ou pas. Et
Donc on y allait, finalement on avait 2 témoins, on avait prévenu, écoutez, on a des masques en poche, je ne sais pas si on va les mettre, mais enfin, ne soyez pas weirded out, ne soyez pas inquiets, trouvez pas ça bizarre si on les met. Et puis au final, lors de la cérémonie, la personne puisque c'était une cérémonie, c'est pas simplement la signature d'un papier, la personne nous dit oui, alors ma collègue a été malade, donc je la remplace au pied levé. Je dis bon, d'accord, ça commence bien. Et puis elle nous demande alors vous voulez la cérémonie complète ou seulement la signature? On lui dit bah plutôt la signature. C'est ma fiancée d'ailleurs qui a dit ça, elle est souvent plus précautionneuse que moi. Et puis à la fin de la cérémonie, elle commence à tousser. Et puis elle commence à blaguer en disant haha, vous serez bientôt tous les deux malades. C'était hyper flippant et ça a complètement ruiné le moment. Et c'est vrai que quand on est rentré, mais je me suis mis autant de savon que je pouvais partout que possible. Juste une question, et je vais poser la même question juste après à Elsa, et après on passera au docteur Massé. Est-ce que vous avez, malgré tout, avec cette angoisse très importante, trouvé, parce que je pense que ça, c'est vraiment des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui vivent aujourd'hui, alors qu'ils nous regardent. Est-ce que vous avez trouvé quand même des petites astuces? Est-ce que ça passe par, pour dégager cette obsession? Est-ce que ça se passe par, éventuellement, vraiment faire toutes les précautions possibles? Ou est-ce que vous avez voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé comme façon de faire? Non, j'essaie de relativiser, je lis le maximum que je peux sur l'épidémie pour être bien conscient des risques et pour aussi pouvoir essayer de mettre à distance. Et puis, l'ensemble des précautions qu'on prend, on essaie de se dire que, bon, avec un coup de chance, ça va pas nous arriver, même si c'est assez peu probable, étant donné que les estimations sont entre 40 et 70% de la population qui pourrait être touchée par l'épidémie. Donc, bon, on essaie de relativiser et puis de prendre son mal en patience et voilà. Elsa, vous avez trouvé au bout de comme ça tout ce temps, parce que ça fait très longtemps que finalement depuis ce début de mois, là, ça fait très longtemps que c'est votre histoire, ce coronavirus, et certains rentrent juste là-dedans, dans tout ce processus, dans la peur, dans la maladie elle-même. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Alors le conseil que je donnerais, je ne sais pas si j'ai un conseil, mais en tout cas je me retrouve en fait dans le témoignage de Nathan, puisque j'étais parfaitement comme lui, j'ai respecté tous les gestes barrières, qui, rappelons-le, ne sont que des gestes barrières. Ça ne permet pas de ne pas avoir et de ne pas être atteint. Il faut savoir que les personnes les plus vulnérables ou qui ont une pathologie sont les plus à même, rappelons-le, d'attraper le virus. Ça ne veut pas dire que ce sont ces mêmes personnes qui vont se retrouver dans un état sévère, c'est important de le dire également. Et donc j'étais comme lui, j'ai appliqué tous les gestes barrières, même à outrance. C'est-à-dire que au boulot, j'ai désinfecté mon bureau, j'ai désinfecté même toutes les poignées de porte, etc. J'étais en vacances, tout se passait bien. Il m'a fallu 3 jours pour reprendre le boulot et 3 jours pour certainement être contaminé par des collègues qui prenaient ça extrêmement à la légère au départ. D'accord. Ouais. Et les symptômes sont assez francs, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut être en présence de personnes qui sont dans le déni, parce que le regard de l'autre fait qu'on n'a pas envie d'être le premier au sein d'une entreprise à dire « je suis atteint de ça » et qu'on soit pointé du doigt. Donc tout le monde se renvoie un peu la balle, mais finalement, comme je disais, alors comment se rassurer si j'ai un conseil, c'est bien évidemment de respecter ces gestes barrières, qu'on soit atteint, qu'on ne soit pas atteint. Et effectivement, quand on est atteint, ça ne dispense pas, quand bien même nous serions confinés, d'abandonner ces gestes-là, parce qu'on ne sait pas si, une fois qu'on a été atteint de ce virus, on bénéficie d'une immunité, parce qu'on ne connaît rien. On les rappelle la distance, on se lave les mains, on désinfecte quand on a des alertes. Exactement. Après, il faut aussi relativiser. J'ai eu le temps de prendre le travail 3 jours après mes vacances. J'ai eu le temps d'être contaminée. En revanche, visiblement, je n'ai pas contaminé l'entourage direct parce que j'ai justement, en raison des gestes. Donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est contaminée, mais qui respecte les choses et qui est respectueuse des autres, en principe, les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'il suffit, si on a, je ne sais pas, un petit mal de tête ou quelque chose, ou des courbatures, même si c'est léger, même si on n'a pas de fièvre, il suffit simplement de s'isoler des autres tant qu'on n'est pas sûr de développer des symptômes, tant que les symptômes ne sont pas plus francs. Il suffit juste de ne pas manger bon, là, la question ne se pose plus, mais à l'époque et rétrospectivement, moi-même, je me sentais un peu patraque, je me suis isolée des autres, je n'ai pas mangé avec les autres au sein de l'entreprise, voilà. Et ça a suffi. Donc ça, ce sont... Voilà. Là, c'est mon conseil. Ouais, c'est important.
Et pour le reste, comment se rassurer au quotidien, se dire qu'effectivement, alors quand je dis c'est pas que c'est dramatique que ça, c'est-à-dire que quand on tombe malade, effectivement on passe par toute une série de symptômes qui sont assez déroutants, non pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce que on les subit plus qu'on ne les combat. Donc c'est un petit moment à passer, les symptômes sont assez déroutants parce enfin pour ma part, j'avais en fait des maux de tête très violents qui rappellent les maux de tête qu'on peut avoir lorsqu'on a plus de 40 de fièvre, alors qu'en réalité, pour ma part, je n'ai jamais dépassé 38 de température. Hein. Je n'avais même pas de fièvre stricto sensu. Donc voilà, c'était juste une alerte et en fin de compte, voilà, après il y a d'autres symptômes, ça peut être la transpiration, des courbatures, etc., etc. Merci. On va passer à Denis, pharmacien à Beaucouzé dans le Maine-et-Loire, qui nous a contacté ce matin. Denis, qu'est-ce que vous, quand vous entendez Elsa et Nathan, est-ce que c'est typique de ce que vous entendez dans votre pharmacie? Et déjà, comment ça se passe dans votre pharmacie? Est-ce que c'est juste la panique dans une ville de 5000 habitants comme ça dans le Maine-et-Loire tous les jours avec des gens qui viennent avec des questions multiples et des inquiétudes multiples déjà? Et comment vous essayez de les rassurer? Alors la panique, c'est un bien grand mot. En revanche, effectivement, les gens sont inquiets. Nous aussi, au départ, on l'était un peu avant on va dire, de se former sur ce sujet, dans la mesure où c'est quand même une pathologie qui est, un virus qui est nouveau, une pathologie qui ressemble à la grippe, mais qui est beaucoup plus forte que la grippe, beaucoup plus contagieuse, et qui donc touche, dans tous les sens du terme, beaucoup plus les gens. Donc, ce qu'on essaye de faire, eh bien, c'est exactement des conseils qui ont dû être prodigués à nos deux témoins, c'est-à-dire d'être vigilant, mais de ne pas céder à la peur. Être vigilant, ça veut dire qu'effectivement, quand on est immunodéprimé, quelle que soit l'infection, c'est multiplié par 10 chez une personne immunodéprimée. Quand on est malade, quand on a la grippe ou quand on a une angine ou autre chose comme ça, effectivement, si on ne veut pas la refiler à quelqu'un d'autre, on essaye de s'isoler. Et ensuite, c'est de relativiser l'importance des cas extrêmement graves avec le coronavirus. On sait qu'il y a des décès. Il y a des décès qui se passent en ce moment. Cela existe. Les morts existent, mais en quantité par rapport à la contamination, par exemple, de la grippe, sont extrêmement faibles. 137 morts, c'est le dernier chiffre, mais il faudra le réactualiser, pour le coronavirus, 10 000 morts en moyenne pour la grippe par an. Donc, ça veut dire que les gens qui sont atteints doivent être traités de façon intense et efficace. Ok, on est à plus de cas, donc on est à 244 aujourd'hui, me signale Nathan, c'est important de le signaler. Ça monte très vite, c'est ça. Ça monte très vite, c'est ça, voilà, il y a une explosion ça monte rapidement. Le problème, c'est que là, on est dans une phase épidémique où effectivement ça monte très vite, et la grosse peur, c'est pas tellement qu'il y ait beaucoup de gens malades, c'est qu'il y ait beaucoup de gens gravement malades et que les hôpitaux ne puissent plus s'en occuper. Et qu'est-ce que juste dernière question et on va conclure, est-ce que vous constatez vraiment des choses qui reviennent, qui sont des présupposés ou des choses très fausses que vous entendez de la part de vos clients et qui méritent une réponse d'ores et déjà? Est-ce que vous voyez, je ne vous demande pas forcément de relayer la rumeur, mais en tout cas de donner la bonne réponse et de donner un petit peu ce qui... Voilà. Non, mais justement, la réponse à toutes ces rumeurs, c'est de dire que, en fait, le seul remède qui existe maintenant, c'est celui contre la fièvre, qui est le paracétamol, que tous les autres sont soit en essai, soit servent à rien. Toutes les méthodes ou les choses un peu bizarres ne servent à rien. Et que le meilleur moyen pour, on va dire, guérir, c'est de détecter les cas graves, de les amener à l'hôpital, et là, qu'ils soient traités de façon efficace, notamment pour les détresses respiratoires.
Merci à tous, merci à tous les trois. On aimerait vous entendre beaucoup plus, mais on va conclure. Et maintenant, on va terminer par quelque chose de peut-être plus léger. L'équipe d'Ouvrez les guillemets, que les abonnés de Mediapart connaissent bien, est confinée elle aussi, mais elle est mobilisée. Usul et Cotentin se proposent d'explorer le web et de chercher ce que ce moment extrêmement particulier inspire aux internautes. Leur pastille, on la retrouvera à partir d'aujourd'hui tous les jours. Elle s'appelle les Confinautes. Et on la retrouvera dans un air libre. On redécouvre la première. Alors, ça marche, c'est pas trop dégueu. De toute façon, tout le monde fait des trucs dégueux en ce moment, donc je vois pas comment on pourrait faire pire. Alors on essaye TikTok, mais c'est TikTok, yeah. Ouais, et puis vous vous demandez sûrement pourquoi il y a Ouvrez les guillemets qui apparaît sur des webcams, et ben c'est parce que comme beaucoup d'entre vous, on est confinés. Et oui, comme les bourgeois. Sauf que nous, on n'a pas de résidence secondaire, donc on est resté à Lyon, on se fait un peu chier, on a internet, donc on va vous lister un petit peu toutes les initiatives un petit peu sympas, les initiatives solidaires, militantes, créatives. Ouais, un peu tout ce qui se passe sur le net, hein, donc on va devenir pour vous les confinautes. Parce que oui, il y a plein de gens qui bossent dehors et on pense à eux, force à eux. Et puis il y a des gens voilà, qui sont confinés, qui attendent fébrilement la sortie d'Animal Crossing, ou pire, qui sont obligés de lire des livres. Et puis voilà, c'est quand on s'emmerde à ce point qu'on finit par avoir envie de se lancer dans des loisirs créatifs, et c'est aussi un peu de ça dont on va vous parler. Et on va commencer par François Ruffin, le député, journaliste, écrivain, militant, footballeur, là. Il ne tient pas en place, donc il s'est lancé dans un nouveau projet, l'an 1. Bon, j'ai décidé d'être un citoyen exemplaire, tu sais Sylvain. Mes enfants verront pas mes grands-parents, je vais me confiner ici dans cette maison. Alors je sais pas si t'as vu, mais il y a son assistant là qui est avec lui, qui le filme, Sylvain, son assistant parlementaire. Tu vois, lui il a accepté de venir être confiné chez son patron juste parce qu'il faut faire de menus besognes quand même, il y a un peu de travail pendant cette période. Ouais bon, solidarité avec Sylvain, coincé avec Ruffin. Sylvain, dans la prochaine vidéo du député, si t'as besoin d'aide, tu poses une bouteille de jus d'orange au premier plan et puis tu tousses 2 fois. On réfléchit, on écrit. Et on écrit ensemble. Qu'est-ce que c'est l'idée générale? L'idée générale, c'est de se demander comment on va sortir de cette crise-là politiquement. Et ce qui est assez sympa, c'est que Ruffin, là, il expérimente l'écriture avec les gens, il cherche comment intégrer leurs contributions, il a des sources d'inspiration assez diverses. Je crois qu'à un moment, là, il parle de McFly et Carlito. Et les gens, ils peuvent avoir des histoires à raconter, ou tu vois, quand je regarde les concours de blagues là sur Internet, les youtubeurs, moi ça me fait marrer. Faudrait une rubrique, racontez-nous vos histoires. Franchement. Ah mais si, le site il est à refaire, c'est ça. Donc ce soir à 17h30, tapez tous dans vos mains en solidarité avec Sylvain qui va devoir refaire le site. Ah mais si. Donc on sait pas où ça va, mais il nous invente un truc un peu hybride là, François Ruffin. C'est sur lan1.org et tout le monde peut participer. Bon, tout le monde sauf Sylvain en fait. Ah ouais, Sylvain il filme, il travaille, c'est Sylvain. Ah mais si. Sinon, en ce moment, sur Internet, il y a une compète. Tout le monde veut montrer qu'il est plus solidaire avec les soignants que son voisin de balcon. Mais bah, suffit d'applaudir, de toute façon. Y a pas de... Enfin, ça coûte pas cher, quoi. C'est juste on applaudit. Ouais, bah après, il y a des gens qui sont un peu plus motivés, un peu plus Startup Nation. Par exemple, Elisha Nochomovitz, il habite à côté de Toulouse. Et lui, il a carrément voulu se lancer un défi, courir un marathon complet sur son balcon de 7 mètres de long. Ah ouais, déjà, le gars, il a un balcon de 7 mètres de long. Ça va, on se fait pas chier. Alors attends, si ça se trouve, c'est un ouvrier qui a travaillé très dur pour se payer 7 mètres de balcon, hein. Bref, il a réussi. En 6h48, il a effectué sa performance en live. Et il s'est dit content de pouvoir faire rire le personnel soignant avec cette initiative. Ça va, tranquille le confinement? La foulée est pas top, là, le parcours est moche, putain. D'accord, donc c'est en soutien au personnel soignant. Donc en fait, on peut faire n'importe quoi aujourd'hui, il suffit de dire que c'est en soutien au personnel soignant, c'est pratique. Bah moi, tout ce que je fais, c'est pour soutenir le personnel soignant, hein. Ouais. Par exemple, hier, j'ai regardé Top Chef en mangeant une pizza froide, bah c'était en soutien au personnel soignant. Tu m'applaudis pas? Bah moi, tu m'as pas applaudi quand j'ai précommandé Animal Crossing en soutien au personnel soignant, tranquille. On vous laisse avec À l'air libre, le live quotidien de Mediapart, le live de confinement. À vous les studios. Mais y a pas de studio, ils sont comme nous avec d'un son dégueu et des images un peu floues. Bon bah, à vous les webcams de MacBook Pro. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle chronique des Confinautes. En soutien au personnel soignant. Évidemment. Et aux gens qui travaillent aussi. Absolument, à tout le monde, en soutien à tout le monde. Merci Usul et à demain, on l'espère.
Pour nous écrire, chers internautes, deux adresses, alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos récits de vie qu'on se fera un plaisir de répercuter ici. Et puis covid@mediapart.fr pour toute information ou document d'intérêt général. On vous dit avec Mathieu et le reste de l'équipe à demain pour un 3e numéro d'Alert Libre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et très bonne soirée à toutes et à tous.